Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier épisode des podcasts des guides du rhum. Donc un podcast qui va traiter essentiellement du rhum, comme vous pouvez bien vous l'imaginer au vu du titre. Je suis Nicolas, je suis celui qui va vous chuchoter tout le long des prochains épisodes de ce podcast. Je suis un amateur de rhum, je suis un fanat de rhum, un geek du rhum. Donc voilà, ce premier épisode, ça va être surtout de vous expliquer quelle va être la trame du podcast en général. Donc il y aura des épisodes de différentes catégories, c'est-à-dire qu'il y aura des dégustations typiquement pêle-mêle, donc plusieurs types de dégustations de rhum, voilà, des rhums divers et variés, des notes de dégustation que je vous lirai, bien sûr, bien entendu des rhums que j'ai goûtés et des notes que j'ai écrites, ça va de soi. Il y aura aussi des épisodes focus sur des séries en particulière, typiquement, par exemple, la verticale Véliez de Saint James. Ça pourra être également tous les vieux sajous qui sont sortis jusqu'à présent. Enfin voilà, plusieurs types de dégustation de ce type-là. Il y aura des sujets aussi précis sur des distilleries. Typiquement, un sujet sur la distillerie Savannah, un autre peut-être sur la distillerie Foursquare, et la même chose sur les terroirs. Un sujet sur le terroir martiniquais, peut-être un autre plus sur le terroir, je sais pas, ça pourrait être typiquement le Panama. Enfin, bon, ça peut être tout et n'importe quoi. Le but, c'est vraiment faire un focus sur un terroir. Il y aura des interviews plutôt, en tout cas dans un premier temps, je pense, d'amateurs de rhum, plus que de professionnels, parce que on l'est un peu tous amateurs de rhum, et c'est ça qui m'intéresse, même chez les professionnels, c'est comment ils conçoivent leur passion, comment ils sont devenus des guides du rhum, s'ils le sont, hein. Tous les professionnels ne le sont pas, mais bon, pour la plupart, je l'espère en tout cas. En tout cas, voilà, ça va être des interviews vraiment d'amateurs. Donc ça va être sympa, ça va être d'échanger sur notre passion commune, comment ils conçoivent leur passion, parce qu'on ne conçoit pas tous de la même manière la passion qu'on a pour le rhum. On n'aime pas tous les mêmes choses. Donc ça va être sympa, voilà, d'échanger, d'interviewer, de débattre. Donc il y aura aussi ce type d'épisode. Le rhum aussi, c'est de nombreux salons pendant l'année. Donc moi je vais m'y rendre à certains. Le but c'est que vous me suivez aussi pendant mes pérégrinations lors de ces salons, avec des interviews de certains amateurs, de vous faire des dégustations sur le moment, vous dire ce que j'aime pas, vraiment sur le moment où je le goûterai. Donc voilà, ça pourrait être sympa. Et puis le but c'est que le podcast aussi il évolue au cours du temps, avec mes idées, mais aussi les idées que vous m'apporterez. Donc n'hésitez pas à commenter, à me contacter aussi, soit via Facebook, soit via Instagram, parce que les guides du rhum, c'est aussi Instagram, le même nom. Le compte, c'est les guides du rhum. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, à me contacter, et puis à liker les photos que j'y mettrai, parce que le but, voilà, c'est le podcast, c'est finalement la partie audio, celle qui va vous accompagner peut-être pendant vos voyages en train, en voiture, peut-être, en tout cas, quand vous attendrez, je sais pas, le bus, enfin bon, peu importe. En tout cas, c'est la partie audio. Et puis, il y a la partie aussi plaisir des yeux, qui sera plus sur Instagram, où je prendrai des photos de ce que je déguste, des bars où je pourrais aller, de certains cavistes, de ma propre collection, de ce que j'achète, de ce que je bois. Enfin, voilà. Donc, ça sera aussi le plaisir des yeux via Instagram. Donc, n'hésitez pas. Le podcast, le but, c'est de sortir un épisode au moins toutes les 2 semaines. Ça peut être peut-être des fois il y en aura un toutes les semaines, peut-être un tous les mois, mais au minimum il y aura un épisode par mois, ça c'est garanti. Il sera disponible via les plateformes d'écoute habituelles, Spotify, YouTube, iTunes, etc. Donc n'hésitez pas à commenter aussi sur ces plateformes.
J'essaierai de lire le maximum, de vous répondre aussi un maximum. Euh, voilà, ce que je peux vous dire en tout cas sur le podcast en lui-même. Et pour ce premier épisode, ça va être un épisode assez long, puisque je vais me présenter, je vais vous présenter comment j'en suis venu au rhum, pourquoi je suis devenu un geek du rhum. Je vais vous présenter aussi mon bar, ce que j'ai dans mon bar, ce que je bois actuellement, ma collection, parce que je fais une distinction entre les deux qui est plutôt claire. Vous comprendrez pourquoi, hein, tout simplement, quand je vais me présenter un peu plus profondément. Et puis on finira sur une dégustation d'un rhum qui me plaît énormément, dont j'ai bientôt fini la bouteille malheureusement. Donc ça sera un peu lui rendre hommage finalement lors de ce podcast. Donc je m'appelle Nicolas, j'ai 34 ans, je vis à Nantes, je travaille dans les télécoms et puis passionné de rhum bien entendu, entre autres. J'aime aussi beaucoup tout ce qui est lié au sport automobile. Et puis aussi, j'aime beaucoup tout ce qui est lié au basket, aux sneakers. J'aime bien ça. Voilà. Et je suis un ancien collectionneur aussi de tout ce qui est rétro gaming. Mais on en parlera après, hein, comment moi je conçois moi-même ma passion. Comment j'en suis venu au rhum? Un peu comme tout le monde, je pense, hein, la fiesta, les potes. Voilà, on boit du rhum, on boit d'autres alcools. Le rhum, voilà, en tout cas pur, c'est le premier alcool pur avec lequel j'ai pris du plaisir. Alors comme un peu tout le monde, j'ai envie de dire, alors, peut-être pas tout le monde, mais comme la grande majorité, ça commence par du diplomatico, ça commence par du Don Papa, des trucs très sucrés. En tout cas, c'est les premiers rhums que j'ai bu, on va dire, secs. Whisky, j'étais pas trop whisky, gin, j'ai eu une mauvaise expérience, on va dire. Donc voilà. Et puis un jour, ce qui se passe, c'est que j'ai une ex-copine à moi qui était partie à Phuket en vacances. Et elle me ramène une bouteille de rhum, une bouteille de Chalong Bay. Euh, donc un truc improbable, un rhum thaïlandais fait par des Bretons. Tout va bien. Truc incroyable, en tout cas pour moi à l'époque. Et puis rhum blanc. Et mon rhum blanc, déguster ça sec, je me dis c'est un peu chaud et tout. Et puis finalement, déjà rien connaît, personne n'ouvre la bouteille. Je trouve c'est hyper floral, ça sent les litchis, les fruits très. Enfin, pas mûrs, mais plutôt frais. Enfin, super. Et puis en bouche, j'ai trouvé ça. Voilà. Donc on va dire que ça a été une première petite claque. Voilà, petite parce que même encore aujourd'hui, hein, on verra après quand on ira vers mon bar, j'ai une bouteille de Chalong Bay. Hein, je trouve que c'est assez sympa, notamment pour la gente féminine qui connaît pas trop le rhum et qui commence à s'y intéresser. Je leur fais goûter ça et c'est un rhum qui passe très bien, même aussi en cocktail, même si je suis pas très cocktail, on y reviendra. Mais sec, je trouve que c'est un rhum super. Et puis, comme je vous le disais, j'ai eu aussi finalement dans ma vie des rencontres liées à ma première passion qui était le rétro gaming. Maintenant, bon, j'ai moins le temps de jouer, donc il me reste plus grand chose de ma collection. Mais voilà, j'étais à fond. J'étais à fond, je jouais beaucoup aussi aux jeux de fight, aux jeux de versus fighting, c'est-à-dire des Street Fighter et tout. Enfin voilà, je fais des tournois. Puis j'ai une borne d'arcade, tout ça. Donc c'est un milieu aussi assez restreint, un milieu de niche, hein, un peu comme le rhum, j'ai envie de dire. Et puis voilà, j'ai fait des connaissances liées à cette passion, et notamment une de ces connaissances qui est nantaise, qui faisait des sessions une à deux fois par an. Il invitait 15-20 personnes des Nantais la plupart. On se retrouvait chez lui et puis on passait un week-end à jouer sur les bornes d'arcade et tout. Et puis, on ne fait pas que jouer dans des week-ends comme ça, on parle beaucoup finalement parce que c'est aussi une histoire de rencontre et d'échange. Et puis il me fait goûter, il y avait toujours des bonnes bières, une bonne tireuse, etc. Puis un jour il sort une bouteille de rhum, il sort une bouteille de Gun Room, donc un Navy Rhum, très sympa. Franchement, là on en trouve. Enfin, j'arrive pas à en trouver, alors il faudrait que j'aille peut-être sur des sites obscurs allemands ou des choses comme ça pour trouver ça. Mais c'était quelque chose qui était notamment distribué par la Maison du Whisky en France. Donc
Gunroom, un Navy Rum. Il sort ça. Bon, je crois que ça fait 65 degrés. Donc déjà, un truc moi que j'avais pas vu jusqu'à présent. Hein. J'étais focalisé sur les 40 degrés. En tout cas, voilà, j'ai mes connaissances limitées aux 40 degrés réduits. Et là, 65 degrés, pardon. Bon, on se dit waouh, ça va être fort, ça va tabasser la gueule. Et ben, pas tant que ça. Enfin, ça tabasse, hein, il faut pas se leurrer. Mais super bon. Franchement, la grosse claque pour ma part. Et c'est là où je me suis dit, waouh, le rhum, c'est fou. Il y a vraiment des choses à aller voir. Il y a des choses à creuser. Et ben, bon an, mal an. Et puis petit à petit, là, je commençais vraiment à m'y intéresser. Ben, déjà, je me suis acheté une bouteille de Gunroom hein, pour moi. Je me demande si j'en ai même pas acheté deux. Que j'ai, bon, elles sont vite parties. En plus, je crois que c'est des bouteilles de 50 centilitres. Enfin, en tout cas, super. Il faut vraiment que je me retrouve ça, en tout cas, comme rhum. Et puis, finalement, là où ça a été vraiment le coup de poignard, ou en tout cas la chose qui m'a fait basculer vers vraiment le point de bascule, ça a été une deuxième invitation de ce collègue-là, qui m'a invité chez lui pour boire des bières en date limite de conso. Enfin déjà, je vous dis pas là, il a une cave magnifique dans un salon, enfin dans son salon, et sa cave est en fait en dessous du salon avec la porte de la cave vitrée. Donc c'est magnifique en fait, on marche au-dessus de la cave. Enfin bon, c'est quelque chose de super. Et là, donc moi je lui reparle du Gunroom hein, pendant qu'on se tapait des bières. Je lui dis ouais, le Gunroom c'était super, j'ai adoré. Et il me fait attends, ben, je vais te faire découvrir d'autres choses. Puis là il me sort trois, quatre bouteilles. Et il y a, on va dire, deux bouteilles qui m'ont marqué hein, sur les 3-4, je ne me rappelle plus après les autres. Mais en gros, il m'a fait goûter Implantation 20e anniversaire. Déjà à l'époque, je me suis dit, waouh, super, c'était vraiment bien. Et encore aujourd'hui, je trouve que c'est une bouteille qui se boit bien. C'est, ouais, Plantation 20e anniversaire. Alors un peu sucré, bien entendu, mais c'est un bon rhum glou. Franchement, moi, il n'y a pas si longtemps, il y en avait une dans le bar là, ben, qui a été voilà, qu'on a fini, hein, qu'on a bien fini. Maintenant, je crois que maintenant ils font une bouteille d'un litre 5, ça peut être sympa à offrir. Enfin, en tout cas, c'est un rhum qui est bien. Et donc là, petite claque, mais ça va. Et puis là, on finit la dégustation par un truc démentiel, enfin en tout cas pour moi à l'époque. Il me sort une bouteille de Blanton, donc pas du rhum, mais du Bourbon. Bourbon, et là il me dit, ben, c'est du Bourbon, c'est un straight to the barrel. Waouh! Et là, je me dis, c'est quoi ça, straight to the barrel? Donc, tout un peu mon brut de fût, hein, mais pour moi, à l'époque, c'était du chinois. Et il me fait goûter ça, je sais pas, ça de faire 54, 54 et quelques, enfin, un truc comme ça. Oh, et là, ça a été une claque monumentale dans la tête. Je me dis, mais c'est fou, enfin, c'était, c'était très fort en goût, ouais, je me suis vraiment pris une claque. Enfin, en tout cas, voilà, là, ça a été le point de bascule. Finalement, et on en vient à la prochaine question, c'est ben, enfin, comment je suis devenu un geek? Comment je suis devenu un geek? Et ben, c'est assez simple, c'est que après m'être pris cette claque-là, et ben là j'ai commencé à m'intéresser à fond notamment le rhum, parce que c'est vraiment le spiritueux qui me parle le plus. J'aurais pu m'intéresser au bourbon, hein, clairement, mais non, moi c'est le rhum. Voilà, je commence à égrener les sites, donc les sites de la maison du whisky, tout ce qui était du gars, etc. Parce que bah, finalement en cave, jusqu'à présent, je n'ai pas été super bien conseillé, malheureusement. Même s'il existe des super caves hein, à Nantes, et on en reparlera. Hein. Euh, mais voilà, j'ai commencé mes armes plutôt sur Internet. Et puis voilà, je me suis intéressé, donc je suis tombé sur le bar de l'ours. Bah là, super. Bar de l'ours, ça nous montre comment déguster, il traite plein de sujets, ça t'engrange de la connaissance très très vite. Donc le bar de l'ours, bam. Après, bah, les groupes Facebook, on discute, il y a plein de choses, notamment la confrérie du Rhum. Après, il y avait le troc de Rhum aussi, mais qui n'existe plus, mais qui existe sous diverses autres formes maintenant. Et ben, ça permet d'échanger. Ça permet d'échanger avec plein de passionnés. Et puis là, on rentre encore un peu plus dans la machine à laver de la passion. Et puis le single cast. Moi, qui suis beaucoup en déplacement pour mon boulot, notamment dans le train,
et ben le single cast, super. Enfin, moi, franchement, j'ai eu l'occasion de discuter avec Roger Caroni euh, sur Facebook et je le remercie. Hein. Je l'ai remercié parce que franchement, le single cast, c'est quelque chose aussi pour augmenter ses connaissances dans sa passion. C'est un super format. Et c'est aussi, je pense, pour ça que j'ai voulu faire aussi ce podcast. Il y a Rome Porter aussi, euh, qui m'a permis aussi vraiment de mettre un pied dedans. Et puis on achète une, deux, trois bouteilles. Et puis finalement on se retrouve avec une bonne centaine de bouteilles. Bien entendu, toutes ne sont pas ouvertes, heureusement, parce que sinon j'aurais un sérieux problème plutôt d'alcool. Voilà, en tout cas moi, comment je considère ma passion, comment j'y suis rentré dedans. Et puis en fait, j'en suis de plus en plus mordu, hein, clairement. Hein. Déjà rien que pour décider à faire un podcast, c'est que voilà, il y a une vraie passion derrière. Alors nous voilà maintenant devant mon bar. Alors bon, ouais, j'ai un petit bar, j'ai des petites étagères hein, au niveau de mon salon. Donc moi je vis plutôt en appartement. Et voilà, j'ai pas de cave ou de trucs comme ça, mais voilà, dans mon salon j'ai une petite étagère un peu sympa en bois. Je mettrai la photo de toute manière. Et j'ai un peu de tout. Clairement, là, je suis en train de regarder en même temps que je vous parle. Il y a un peu de tout. J'ai des rhums sucrés notamment qui sont plutôt en bas. Plutôt en bas, j'ai un Emperor, mais c'est beaucoup de rhums finalement qu'on m'a offert. J'ai un AH Riseux également, qui est très sucré pour le coup. Mais c'est des rhums, voilà, quand on invite du monde et que bon, la soirée se fait longue et qu'on boit quand même pas mal de choses, bon, au lieu de finir sur des trucs où finalement on va pas trop apprécier, ou en tout cas on va pas l'apprécier à sa juste valeur, bon, on sort ça, c'est très sympa pour finir la soirée. Et puis ça nous endort bien puisque c'est tellement sucré que après on a un peu le diabète quoi. Enfin bon, non je rigole. Mais voilà, j'ai ça. Après j'ai un truc qu'on m'a offert aussi. C'est un rhum agricole, un isotier, vieilli en fût de chêne. Je pense que c'est un ESB, hein, tout simplement. Très sympa. Ça doit coûter 25 balles la bouteille. Ça se boit bien. Ça se boit bien. Si on aime bien un peu le goût du chêne, un peu, on sent bien hein, ce goût de chêne. C'est assez sympa. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Finalement, on a d'autres choses. Après, j'ai pas que du rhum, hein, sincèrement, dans mon bar, j'ai un peu de tout. Là, je vois, j'ai un Green Spot, donc un whisky irlandais, sympa, très pâtissier, très très sympa. J'ai une favorite, là, millésime 2015. Ça, finalement, j'ai pas encore ouverte, donc je peux pas vous dire. On m'en a pas dit que du bien, malheureusement. Mais à goûter, franchement, à goûter. Je verrai bien, on me l'a offert, hein, un copain qui me l'a ramené de Martinique. Euh, donc voilà, après bon derrière j'ai un Calvados aussi. Le Calvados c'est un famille Dupont, notamment fini en fût de Caroni, très sympa, franchement super. Et puis j'ai un Armagnac Pointe de Fût, très très sympa également. Bon, bien entendu, j'ai une bouteille de. Ça, c'est mon péché mignon hein, de Bristol, un Caroni, le Blended 1999. Et puis on finira sûrement là-dessus comme dégustation. Enfin, bon, on verra tout à l'heure. Voilà. Après, là, j'ai mes deux rhums Glou par excellence. Franchement, c'est des rhums. Si je peux avoir ça tout le temps dans le bar, c'est top. J'ai un Hamden, le Overproof, que je trouve, moi, au-dessus, clairement, de la version réduite, la verte. Franchement, la Overproof on, on sent bien les fruits limite pourris. Enfin, il y a ce côté vraiment très jamaïcain, très funky. Et moi, j'adore. C'est un rhum wow, qui pète bien en bouche. Donc, ça, c'est le rhum Glouglou quand on veut un peu, voilà, un peu se dynamiser. Puis à côté, là, juste à côté, hein, j'ai le Naisson, le vieux, un nectar. Ça, c'est vraiment un nectar. Dès que j'ai envie d'être dans un moment un peu chill, un peu tranquille, hop, je me bois un petit coup de Naisson le Vieux, c'est top. Voilà, après derrière, j'ai un petit rhum Explorer, donc Château du Breuil, très très sympa, qu'on m'a offert. C'est vraiment très sympa comme rhum, donc des Canaries, un peu sur la noix, les fruits à coque, tout ça, c'est assez sympa. J'ai un Guyana aussi là, je vois, un Kill Devil,
donc un réduit par contre. Et franchement, elle est pas faux folle. Alors pourtant, on m'a dit plutôt du bien de Kill Devil comme embouteilleur, notamment sur leur brut de fût. Mais là, la version réduite, franchement, c'est un coup à pas trop aimer les Guyana, quoi. Et donc bon, je la bois petit à petit, on va dire, celle-ci. Après, il y a plutôt la partie rhum blanc, là, dans le bar. Il y a quoi? Il y a 4 bouteilles. Il y a 4 bouteilles, il y a une River Antoine, là aussi, grosse claque. Moi, on m'en avait dit du très très bon de cette bouteille. Et en effet, c'est super. Franchement, un trait sur l'animal. Enfin, j'ai l'impression à chaque fois je sais pas, de mettre ma bouche sur, je sais pas, de croquer un sanglier. Je sais pas, j'ai cette impression-là avec ce rhum très sur le cuir. Enfin, c'est top. Un peu dans le même style, juste derrière, il y a le Clairin, le Sajou, le rhum blanc, hein, tout simple. Alors, je sais plus quelle année c'est là dans le distillé, mais je sais pas. Il faudrait que je regarde, là je la vois pas exactement, mais très sympa. Le Chalong-Bay, comme je vous disais tout à l'heure, bah, ça c'est sympa à sortir, hein, notamment quand il y a des gens qui connaissent pas trop le rhum blanc, ça permet, voilà, si on leur fait goûter du River, franchement, je pense qu'ils vont être dégoûtés tout de suite, donc c'est pas le bon truc. Par contre, un petit Chalong-Bay, voilà, ça passe bien. Et puis, j'ai un brut de Cologne aussi, j'ai l'Esprit, le Jamaïcain. Wow, bah là, 85 degrés, bon, ça, il faut pas trop en boire, sinon, le cerveau il switch, hein, c'est clair. Mais c'est super bon, franchement, c'est une dinguerie. Très sur la banane verte, moi je trouve. Enfin, super. Après, plus haut, on a un peu plus les rhums que je dirais peut-être pas d'exception, parce que on n'en est pas là, mais des rhums très très qualitatifs, moi je trouve. Par exemple, là j'ai deux frères de la Côte, j'ai notamment le Foursquare frère de la Côte. Tout simplement super, hein, c'est du Foursquare tout craché, hein. De toute façon, il y a rien à jeter chez Foursquare, je trouve que c'est une distillerie qui est très qualitative et bon, les prix commencent à s'envoler un petit peu, mais au niveau des frères de la Côte, clairement on est sur des trucs ultra qualitatifs. Pas encore, c'est pas donné, mais ça va, c'est pas ultra cher non plus. Par contre, on est sur des bouteilles de 50 centilitres, donc ce qui fait que quand même rapporté au litre, ça commence à faire un petit peu. Et puis il y a le rhum des Canaries aussi là, c'est Isla Bonita, il me semble. Et ça c'est très bon, hein. C'est sur la noix, tout ça, c'est super bon. Donc ça c'est top. Enfin, moi j'aime beaucoup. Euh, et puis j'ai un rum and can aussi, un rum and can, le Fiji, le XO. Bon, ça c'est super aussi. Là on est un peu proche, un rhum un peu wild, un peu comme les Jamaïcains, peut-être un petit peu moins fort en arôme, mais super. Enfin moi je trouve que, en tout cas cette version-là, moi je l'ai beaucoup aimé. Derrière j'ai une bouteille aussi de blanc, c'est un All Brother. J'ai pas encore ouvert, c'est celle avec le 1802. C'est un Savannah, hein, c'est celui à 55,6. J'ai pas encore goûté. Enfin, sincèrement, je l'ai pas encore ouvert la bouteille, donc on verra plus tard. J'ai aussi un petit bourbon là qui se cache derrière. J'ai le Last Word, le 2009, Barbade, l'habitation Bélier, qui est super. Et puis j'ai trois vieux clairins, Vaval, Le Rocher et Sajou. Le Rocher, c'est le 36 mois en ex-rhum. Le Sajou, c'est le 34 mois en ex-whisky. Et le Vaval, il est à 39 mois en ex-sherry. Là, pour l'instant, j'ai ouvert que le Sajou, qui est super bon. Bon, de toute façon, je suis rarement déçu, hein, par les clairins anciens et par tout ce qu'ils font, enfin tout ce que fait Véli avec les clairins. Je suis très rarement déçu. Finalement, ce qu'on remarque, bon, j'ai deux bons rhum glouglou, clairement. Après, j'ai pas de distillerie vraiment préférée. Voilà. En tout cas, ça c'est mon bar. Et puis, on va passer plutôt à la partie collection. Parce que voilà, moi je considère, en tout cas ma passion, je la considère comme ça. J'ai une partie bar où là, j'ouvre les bouteilles, clairement. Et puis je les bois et puis ça se renouvelle. Puis j'ai la partie collection. Alors, des fois, des bouteilles de la partie collection posent dans le bar. Ça arrive. Mais voilà, en tout cas, moi la partie collection, c'est quelque chose que j'aime bien. Je pense que c'est. Bah, je crois que j'ai toujours aimé collectionner et le rhum, ça en fait partie. Je trouve que finalement, une bouteille fermée, bah, oui, ok, on la boit pas, etc. Mais en tout cas, moi, dans ma collection, j'essaye de
de goûter tout ce que j'ai, en tout cas en version simple. Mais on pourrait me dire, bah, t'as qu'à finalement collectionner les bouteilles vides. C'est pareil, t'as des bouteilles pareilles, bon, elles sont vides. Mais moi, je considère que bah, le rhum, enfin en tout cas une bouteille vide, bah, elle a plus d'âme. C'est quand elle est remplie de son rhum que là, elle garde toute son âme, toute sa, en tout cas tout ce qu'on, enfin, enfin, ça reste un objet, voilà, qu'on peut regarder. Enfin, moi, j'aime beaucoup ça. Souvent, je me pose dans mon bureau, je regarde ma collection. En tout cas, ça me rend heureux. Donc voilà. Et puis, bah, si un jour je peux transmettre ça à mon gosse, et puis lui, il en fera ce qu'il veut, hein. Il boira, peut-être que il revendra, j'en sais rien, peu importe. Et en tout cas, voilà, moi, c'est un objet que j'aime bien. Et notamment plein, parce que je considère que voilà, ça a plus d'âme, en tout cas pour moi. Bon, en tout cas, on y va, et puis on va voir un peu ce qu'il y a ce qu'il y a là-bas. De retour devant la collection, bah la collection, il y a quoi? Après, c'est pas une grosse collection, hein, franchement. Bon, il y a quand même, je pense, une centaine de bouteilles. Voilà, dans mon bureau, à l'abri du soleil, clairement. En tout cas, bon, j'ai une fenêtre, hein, mais le soleil ne tape pas directement sur les étagères. Et puis les bouteilles qui sont pas dans des étuis, elles sont derrière les étuis. Donc comme ça, pas de risque. Pas de risque. Qu'est-ce que j'ai? Ah bah, il y a pas mal de choses. J'ai envie de vous dire, on peut commencer par plutôt la partie qui, pour moi, est, on va dire, que c'est les joyaux de ma collection, hein. C'est les Caroni de chez Bristol. Alors pourquoi Bristol? Pourquoi pas Vellier? Tout simplement parce que je trouve que, en tout cas moi Bristol répond plus à ma philosophie, parce que il y a de tout. Clairement il y a de tout chez Bristol, chez Caroni. Euh, les- il y a du full tropical, il y a du continental et du tropical. Il y a des très vieux millésimes, d'autres un peu moins vieux. Il y a du réduit, du brut de fût. Voilà. En tout cas, moi, ça répond bien à ma philosophie. C'est-à-dire que tout est bon dans le rhum. Ça peut être du réduit, du brut de fût. Enfin, moi, j'aime. Enfin, tant que c'est bien fait, c'est bon. Euh, donc ouais, là en termes de chez Bristol, j'ai tous les Caroni de chez Bristol. Il m'en manque deux. La 93 Bottle for Italy et la 97 Bottle for Italy également. Je sais pas, bon, on verra comment, si j'arrive à les trouver un jour ou pas. Et puis dans ce cas-là, tant pis. J'ai poussé le vice jusqu'à aller aussi, enfin avoir les bouteilles euh, de chez Corman Collins. Donc clairement, c'est des Bristol, mais rebadgés Corman, hein, mais les bouteilles sont des bouteilles de chez Bristol. Le jus qu'il y a à l'intérieur, bah, c'est des Caroni de chez Bristol. Et, euh, et, euh, et en plus, le packaging est super. Franchement, les packaging de chez Corman sont top, et puis les produits sont top également. J'ai eu la chance de pouvoir choper notamment bah, celle qui a 20 exemplaires, la toute dernière qui est même pas dans le livre de Stéphane Mayer. Donc voilà, c'est plutôt cool. De toute façon, j'ai eu beaucoup de chance, hein, sur cette partie de ma collection. J'ai réussi à trouver des embouteillages qui sont franchement qui sont pratiquement introuvables aujourd'hui, hein. Là, je vois le Caroni Trinity, je crois que je l'ai jamais vu passer. Après, bon, y a ça devait plus se voir il y a quelques temps, mais là, j'en vois plus. J'ai tout ce qui est, enfin, j'ai les trois embouteillages Providence Estate ça aussi, on n'en voit pas. La 89, j'ai l'impression qu'elle est encore plus rare que la 74. Voilà. Donc, et puis il y a des embouteillages de 96 aussi qu'on voit très rarement. Enfin bon. Donc voilà, moi, en plus, John Barrett, je trouve que c'est un vrai alchimiste, hein. Là, pour le coup, on a des rhums réduits qui sont. Ouah, ça claque, hein. Et on le verra, hein. Comme je vous ai dit, on finira le podcast, en tout cas celui-ci, cet épisode, sur une petite dégustation du Blended 99, qui est assez récent, et qui se trouve encore, je pense, même sur certains sites. Ouah, c'est top. Enfin, c'est vraiment top. Donc ça, voilà, c'est un peu les joyaux de la couronne, on va dire. Puis là, je vois. Enfin, après, j'ai une autre un peu plus chamarrée, on va dire, comme collection, il y a un peu de tout. Il y a du Savannah,
Je me suis lancé à avoir essayé, parce que ça aussi c'est un petit kiff, c'est d'avoir un peu les séries. J'aime bien, alors j'ai pas des séries des autres chez Hamden, ou ce genre de choses, ou je sais pas, il y a d'autres séries qui sont extrêmement chères. Non, ouais, j'ai pas là forcément l'argent pour, même si ça va, mais voilà, je préfère me concentrer sur certaines choses que je peux trouver assez simplement, et puis, euh, et puis surtout que je peux avoir en sample pour pouvoir goûter. Alors clairement, hein, chez Bristol, j'ai pas pu tout goûter encore de ce que j'ai, mais ça viendra, j'arriverai à trouver des petits samples petit à petit, et puis je goûterai. Voilà, mais alors j'ai toutes les Uncharted casques de chez Savannah, à part la Belgian Flag, hein, celle-ci, je la recherche, clairement, je la recherche, elle est pas facile à trouver, mais ça viendra quand ça viendra. Euh, Après, j'ai toute la collection Plantation Bird, et puis les sorties Under the Sea. Franchement, la Plantation a fait un travail sur le packaging magnifique. Euh, c'est des bouteilles à avoir dans une collection, donc clairement. Alors là, il n'y a rien de. Enfin, c'est pas du tout spéculatif. Bon, le jus à l'intérieur est très bon. De toute façon, Plantation fait des trucs superbes. Je trouve, en rapport qualité-prix, c'est un super embouteilleur. Après, j'ai fait une bonne partie des birds là. Bon, j'ai rien qui m'a transcendé, clairement, en termes de rhum. Mais c'est bon. Malgré tout, ça reste très bon. C'est pas, voilà, on n'est pas sur quelque chose qui est pas bon. C'est notamment la Pérou est pas mal, la Trinidad est pas mal. Il me manque, j'ai hâte de goûter la Fidji et et la Jamaïca. Voilà, c'est chez les Birds. J'ai été très déçu du Barbade. Je le pensais, je m'attendais à quelque chose de très gourmand. J'ai été très déçu de l'Australia. Clairement, pour moi, c'est un sous-jamaïcain, clairement, celui-ci. Enfin, en tout cas, moi, c'est la sensation que j'ai eue en le goûtant. Après, voilà, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Et puis, encore une fois, les dégustations, c'est ultra subjectif. Les Under the Sea, on verra, j'ai pas encore goûté, j'ai des samples qui traînent, donc on goûtera plus tard. Après, derrière mes étuis, j'ai pas mal de Foursquare, clairement, j'ai beaucoup de Foursquare, parce que je trouve cette distillerie folle. C'est, Franchement, ce qu'ils font, c'est très bon. Alors, il y en a qui disent que tout se ressemble. Alors oui, il y a cette patte Foursquare, clairement, mais tout ne se ressemble pas, clairement. Entre je sais pas moi, un Plenipotenzario et un détente, il y a clairement deux jus différents. Alors oui, il y a la pâte Foursquare, on peut reconnaître que c'est un Foursquare, mais c'est vraiment deux jus différents. Donc ouais, Foursquare, j'essaye, voilà, quand une bouteille sort, j'essaye de la choper. Après, clairement, chez Foursquare, qu'est-ce qui me manquerait? J'aimerais bien toper la Zinfandel. Zinfandel, après Criterion et la Hereditas, ça commence à taper un peu fort en termes de prix. Donc bon, on verra. Il y a la 2004 aussi, j'aimerais bien voir la 2004, mais ça viendra quand ça viendra. Voilà. C'est pas les recherches tout de suite, tout de suite. Après, ouais, il y a toute la gamme énergie, donc National Rum of Jamaica de Chevalier. Voilà aussi, ceux qui aiment les Jamaïcains, faut avoir cette série. Parce que là, enfin, ceux que j'ai goûtés, ils sont super bons. J'ai goûté le Monimus 2010 qui était bon, le Long Pond de 2007, alors je sais plus si c'était le Tech ou le TK, je crois que c'est le TK que moi j'ai goûté, et là, ouais, ça a une bonne fracture du palais comme on dit, et j'ai hâte de goûter le 2003 là que j'ai. Je me le garde pour un moment un peu particulier, je pense qu'il faut être dans de bonnes conditions, parce qu'on m'a dit que c'était un ovni, donc j'ai hâte de goûter ça. Après en dessous, j'ai tout ce qui est un peu... j'ai un peu de vieux sajou parce que je me suis pris une claque sur la Force Release. J'ai trouvé super. Notamment, j'ai fait un pairing avec du bleu. Ouah, vieux sajou avec du bleu, c'est une dinguerie. Franchement, c'est super bon. Et donc, j'ai la Force Release, la deuxième release, la finie en Oloroso, que j'ai pas encore goûté, mais on m'en a pas dit que du bien. Le vieux Vaval et Casimir en fût d'Oloroso. Et là, clairement, il me manque le vieux Casimir et le vieux Vaval. Hein, mais bon, des bouteilles, je crois que c'est 190 exemplaires pour chaque. Bon, ça viendra quand ça viendra aussi, hein, on verra bien.
Puis je vois juste à côté Macaroni Chevalier 94-2007, la jaune là, 23 ans. Euh, Premier Caroni que j'ai acheté, trouvé en cave pour pas trop cher à l'époque, tant mieux, parce que maintenant les prix se sont envolés clairement. C'est même assez dingue. Voilà, c'est une bouteille que je pense que voilà, que je vais garder pendant très très longtemps. C'est vraiment, voilà, quand j'ai acheté ça, déjà à l'époque, je sortais quand même, enfin, j'ai dû sortir un peu de sous, mais c'était au prix de sortie, je crois, hein, que je l'ai payé. Mais voilà, c'est premier Caroni, c'est un peu sentimental, quoi. On se dit, voilà, on achète une partie de l'histoire du rhum, clairement. Puis les papalins aussi, j'aime bien. Moi, les papalins, j'aime bien. Alors, le premier, un peu moyen, clairement. Mais les deux releases Jamaïca, alors, je préfère la, la over, la overproof, qui est la rouge là, qui est un peu meilleure. Mais voilà, ça se boit bien. J'ai hâte de goûter la Haïti, je crois, cette année qui va sortir. Donc, à voir. Voilà, et puis en dessous, Naisson. Naisson, j'ai quelques Tatanka, j'ai les deux embouteillages Vélier, donc 2005-2007. Et puis après, on passe plutôt sur du rhum agricole, mais je me rends compte qu'en fait, j'ai très peu de rhum agricole. Enfin, en tout cas, Martinique, Guadeloupe, j'ai peu de choses. J'ai un peu de Réunion avec Savannah, j'ai une bouteille de Rivière du Mât également, mais finalement, en agricole, bon, j'ai du Naisson. J'ai un peu de Saint-James, j'ai notamment le Brut de Fût, c'est le 2003. C'est le 2003, le simple, hein, fait par la distillerie. J'ai le Single Cask 1997 pour fêter les cuvées, c'est la 20 ans qui fête les 20 ans de la l'AOC. Donc ça c'est top aussi. Enfin, je trouve que c'est une bouteille qui est magnifique, hein, clairement. Et puis ça raconte un peu une histoire. Puis après j'ai gardé j'ai une bouteille de soda de Cidron Porter. J'ai hâte de voir un peu leur prochaine cuvée. C'est un peu hommage au. Voilà, je la garde dans la collection, plus parce que c'est un hommage au magazine Reporter que je trouve qu'ils font enfin, un travail fantastique. Moi j'adore lire ça. Dès qu'il y en a un qui sort, je l'achète. Euh, j'ai pas les anciens numéros, malheureusement, parce que j'ai pas commencé non plus à, à les acheter très tôt. Donc voilà, mais c'est top. J'ai pas encore goûté. J'ai hâte de goûter aussi ça. En plus, j'ai pas encore goûté de grog, en toute transparence. Donc j'ai hâte de voilà, poser mes lèvres dedans. Et puis j'ai aussi deux embouteillages de chez Chantal Comte. Alors je sais plus lesquels c'est. En plus, je peux pas voir là. Je crois que c'est la 2001 et la 2005, il me semble, de chez Lamoni. Je regarde. Non, je peux pas voir. Bon, tant pis. Mais ouais, Chantal Comte aussi qui fait du travail magnifique. J'ai goûté le 2010 il n'y a pas si longtemps. C'est ouais, belle claque en termes de rhum agricole. Si je peux avoir même des anciens embouteillages, j'hésiterai pas parce que c'est ouais, Chantal Comte vraiment top. Et puis si j'ai la chance d'aller faire une dégustation dans le sud de la France, chez elle à son château, ça serait bien aussi. C'est prévu, je sais pas pour quand, mais pour bientôt. Voilà. Voilà un peu ce que j'ai dans la collection. Alors clairement, hein, j'ai pas de. Voilà, je continue ma collection de Bristol, ça c'est clair. Moi, je m'étais posé la question d'acheter d'autres embouteillages. J'en ai d'autres, hein. J'ai juste un Edmore 88 qui a 30 ans d'âge. C'est le dernier là qui est sorti. Je l'ai acheté parce que c'est mon année de naissance. Et puis j'ai la Bristol, la 25 ans Bristol classique Money Musk de 1976. Qui a été embouteillé en très peu d'exemplaires en plus, même pour l'époque, je crois 1300 exemplaires, et qui a un breuvage de malade apparemment. Donc voilà, donc j'attends là les prochains embouteillages que j'essaierai de toper, et puis surtout les deux Graals, hein, clairement les deux Graals qui me restent à trouver. Pour moi en tout cas, c'est les deux Bottles for Italy. J'ai envie de dire, c'est pas non plus des Graals inaccessibles, je pense. Difficile à trouver, notamment à 93. Je pense qu'il va être très coton à trouver. Mais en termes de tarifs, voilà, on va pas aller côtoyer ce que fait Chevalier, et tant mieux, j'ai envie de dire. Tant mieux pour moi. En tout cas, il y a des. Voilà, moi j'adore
venir devant ma collection, regarder, voilà, c'est un truc que je kiffe, clairement. Alors pourquoi? Je sais pas, je pense que j'ai la collectionnite aiguë, sûrement. Voilà, j'aime bien avoir des séries comme je vous ai dit. Donc voilà, là, le but ça va être peut-être de finir la série des vieux Clairin. Donc essayer de choper le vieux Vavel, le vieux Casimir, ça viendra un jour, pas de souci. Puis la flag Belgium pour les Uncharted. Voilà, et puis on va continuer celles qui sont en cours, et puis tranquillement, bon, comme ça. Et je pense que les prochaines, s'il y a une série que j'ai bien envie de me faire, parce que j'ai trouvé les jeux très très bons, pour le coup, c'est les Isotiers, les QV hommage. Surtout que j'ai vu qu'ils vont pas s'arrêter tout de suite, ils vont en faire d'autres. Et je me dis que voilà, c'est des choses à avoir en collection. Déjà, les bouteilles sont magnifiques, le packaging est top, même plutôt. Voilà, la bouteille en elle-même est très belle. Packaging un peu sobre, mais franchement, ouais. Là, je pense que Isotier vont taper un grand coup, et tant mieux. C'était une belle endormie, je pense. Voilà ce que je peux dire sur ma collection. Voilà, petite collection. Petite collection, mais c'est bien. Et comme je vous dis, des fois, bah, il y a quelques bouteilles de la collection qui des fois qui passent dans le bar. Et puis voilà, c'est plutôt cool. Pour ce premier podcast, je vais regoûter un rhum que j'ai adoré. Voilà, la bouteille est ouverte. C'est un Caroni, un blended, c'est le blended 1999, donc embouteillé en 2019 par Bristol. Donc je vais me servir un petit verre là, hop, en direct. Vous allez sûrement entendre le glouglou, la chose, même le petit cloup de la bouteille. Hop, je m'en sers un petit peu. Tac, voilà, super. Bon, déjà, rien que la couleur, c'est magnifique. Hop, voilà. Et puis on est dehors, hein, là. On est dehors, on est sur mon balcon. C'est l'endroit que je préfère moi pour déguster. C'est là où finalement je prends le plus de plaisir. Donc on va se goûter ça. Et puis moi je vais vous expliquer un peu comment je fais mes dégustations. Mes dégustations, la première chose que je fais, c'est... Bon, souvent je fais mes dégustations aussi sur les samples. Voilà, j'ai beaucoup de samples, j'ai une boîte à samples. Je ferai une photo. Hein. J'ai une petite boîte à samples, ça me permet... Wow, voilà, j'ai les odeurs qui arrivent. Ça sent super bon. Voilà, je tape dans les samples et je me fais ma petite déguste. Et surtout, j'ai mon petit carnet dans lequel je note les choses. Et ce que je fais, c'est que dans ce petit carnet, ce que je fais, c'est que je note les caractéristiques, la robe, le nez, bouche, finale et conclusion. Donc un truc très simple. Pour les caractéristiques, ce que je fais, c'est que je me sers de Romix comme base de données ou Wikirom. Voilà, clairement, j'utilise les deux sites, ça me permet de noter les caractéristiques tout simplement. Donc pour ce Caroni Blended, je mets le nez dedans parce que j'ai les effluves là depuis que je parle et ça sent super bon. Franchement, ça sent super bon. Chose importante aussi pour une dégustation, c'est la verrerie. Clairement, une bonne verrerie, ça change tout. Si vous buvez votre rhum dans un verre en plastique, bah, ça va pas être top. Hein, il faut pas se leurrer. Par contre, voilà, une bête verrerie, un beau verre tulipe, et ben, ça va vous permettre de faire remonter tous les arômes dans le nez. Vous allez goûter, vous allez sentir plein de choses. Enfin, voilà. Voilà, une bonne verrerie, c'est important. C'est important. Donc, caractéristique pour ce petit Bristol, donc Trinidad, hein, Caroni. Il a été réduit à 43 degrés. Il a 20 ans. Voilà, c'est un blend de 20 ans. C'est un blend à la fois de Caroni Heavy et Light, et 10 ans tropical, et puis l'autre partie en vieillissement continental. Donc moitié-moitié pour ce Caroni, pour ce Blended 1999. Voilà un peu les caractéristiques que j'avais glanées à l'époque. Au niveau de la couleur, au niveau de la robe de ce rhum, on est sur un acajou pas trop sombre. On n'est pas sur quelque chose de sombre, un peu
peu ambré caramel. Voilà, je me retiens pas de mettre le nez dedans. Donc, ouais, clairement, je relis ce que j'avais écrit, mais ouais, on est, sur tout ce qui est solvant, hydrocarbures, hein. Assez léger, hein, malgré tout, on n'est pas sur quelque chose de ultra. Voilà, on n'est pas sur un Caroni très pétant, hein, en termes d'hydrocarbures, mais on le sent bien quand même, on sent cette petite patte. Ouais, clairement, hein, je remets le nez dedans. C'est quand même le premier. Moi, c'est le premier arôme qui ressort au nez. C'est ce côté solvant hydrocarbures. Après, il y a une légère banane assez mûre, des fruits tropicaux en arrière-plan, plutôt en arrière-plan. En tout cas, c'est un nez qui est ultra élégant, pas sans caractère par contre, hein, notamment ce côté solvant hydrocarbures, hein, qui ramène ce caractère, mais qui est super. Bien sûr, il y a aussi des petites notes végétales, mais ce qui est assez ouf en fait dans ce nez, et je m'en rends compte là en remettant le nez dedans, hein, c'est que j'ai l'impression d'être face à un brut de fût, et pas du tout. On est sur un réduit, et on est face à des arômes proches d'un brut de fût, mais sans ce côté brutal, voilà, du brut. Je remets le nez dedans, hein, en même temps, parce que voir si je ressens des choses autres. Non, mais clairement on est sur ça, hein, mais oh là là. Bon, je me le garde pour après, hein, mais on va, enfin, parce que là en fait je me suis servi quand même un joli verre, donc je vais pas tenir, voilà, mais ce nez, wow, je pourrais rester assez longtemps dessus, parce que il est assez, je trouve que on ressent bien les arômes, ils sont assez simples à décrypter, mais en même temps il est ultra délicat, c'est top. Donc après en bouche, je vais m'en prendre une petite goulée là. Ouais, c'est bon, clairement c'est bon, hein, voilà, comme j'avais écrit, ça se boit vraiment tout seul. Il y a de jolis arômes qui se déversent un peu comme une caresse. On est très loin d'une claque dans la tronche, hein, comme pourrait être un bout de fût. C'est pas du tout ça, hein. Alors, il y a du caractère malgré tout derrière, mais là voilà, j'en reprends une petite goulée. Ouais, il y a ce bois là, un peu, ok, ouais, un beau boisé, voilà, comme un beau meuble patiné. J'ai vraiment cette impression, une petite pointe d'acidité quand même, quelques agrumes, notamment du citron, une petite note de chocolat noir, et c'est assez particulier parce que en fait cette bouche, elle a un peu un côté animal, en fait plus animal que fruité, mais on ressent quand même un peu bon, il y a les petits agrumes, puis il y a ce côté un peu quand même fruits tropicaux, mais je pense que le mélange fruits tropicaux, et puis un peu hydrocarbures, donne un peu ce sentiment un peu animal. Voilà. Je pense que c'est un peu ça. Alors peut-être que je me trompe, mais encore une fois j'ai envie de dire, et c'est ce que j'ai l'habitude aussi de dire aux gens qui connaissent pas trop le rhum, c'est que, enfin, et en tout cas moi c'est comme ça que je conçois, peut-être que je me trompe, hein, mais une dégustation c'est ultra perso, c'est assez personnel, c'est assez subjectif, on n'a pas tous les mêmes récepteurs. Alors il y a des notes communes, mais il y a des choses clairement que moi je vais pas sentir, qu'une autre personne va sentir, et puis moi je vais sentir des choses que l'autre va pas sentir du tout. Enfin voilà, pour moi on est quand même sur quelque chose quand même d'assez subjectif. Alors il y a des marqueurs communs, hein, bien entendu, mais après les petites notes, les petits sentiments, les émotions, parce que clairement, moi quand j'ai commencé à faire de la dégustation de façon active, et j'étais assez scolaire. Clairement, quels arômes, quelles caractéristiques, voilà, ça c'était très scolaire. Mais
Après, on passe aussi à des choses qui sont plus proches des sentiments, de l'émotion que le rhum nous procure. Et là, c'est un vrai travail. Notamment moi, perso, j'ai du mal à me livrer sur mes sentiments, j'ai du mal à montrer mes émotions. Et ben, le rhum, c'est un bon exercice. La dégustation du rhum est un bon exercice, finalement, il m'oblige à faire part de mes émotions quand je le bois. Et c'est pas si simple. C'est pas si simple, on y arrive petit à petit. Et souvent quand même, ça arrive avec les rhums, les grands rhums, les rhums qui, en tout cas, qui me procurent une émotion. Et c'est ceux-là que je trouve qui sont le plus sympas à déguster. Parce que bon, il y a des rhums, finalement, moi j'utilise une notation sur 20 quand je fais mes dégustations. Voilà, quand on est proche de 12, 13, ouais, bon, c'est des rhums qui sont sympas, mais ils vont pas me procurer une émotion démente. Quand on dépasse 15, voilà, clairement, là, on commence à être dans des rhums top top. Donc bon, vous verrez quelle note j'ai mis à ce Bristol. Euh, mais voilà, en tout cas, au début, si j'ai un conseil à donner, c'est de faire ça un peu scolaire. Hein. Finalement, c'est qu'est-ce que je ressens quand j'ai le rhum en bouche. Est-ce qu'il me tapisse le palais? Est-ce qu'il m'agresse? Est-ce qu'il pique? Voilà, c'est plutôt les sensations au niveau de la bouche. Le nez, c'est pareil. Hein. Quelle sensation j'ai? Est-ce qu'il me pique le nez? Est-ce qu'il est brutal? Voilà, ça c'est des sensations. Donc ça c'est la première chose. Et puis après on passe sur les arômes. Et puis finalement la cerise sur le gâteau, c'est les émotions. En tout cas, moi c'est comme ça que je vois la dégustation. La finale de ce rhum, eh ben, on est sur la lignée du nez et de la bouche. Elle s'apprécie un peu comme un slow langoureux des arômes dans la lignée de la bouche où finalement peut-être un peu un ananas un peu huileux qui se sèche petit à petit à l'ombre des hydrocarbures. Voilà, clairement c'est un peu ça. La finale n'est pas ultra longue, clairement. Euh, elle, elle part, enfin je veux dire, elle est pas persistante à fond, mais elle existe et c'est ça, c'est un peu un slow tranquille, langoureux, voilà, et petit à petit ça disparaît. Et je me reprends une petite goulée pour vous dire un peu la conclusion que j'en ai sur ce rhum. Mm. Oh là là. Mm. À chaque lampée c'est mm. À chaque lampée c'est super. Mais j'ai vraiment ce côté un peu animal. Alors, pas cuir, hein. Je sais pas, un peu animal. Je ne saurais pas comment l'expliquer. Et je pense que c'est ce mélange un peu de carbure et de fruité. Enfin bon, je passe. Sur la conclusion, ben, clairement, on est sur un magnifique rhum, hein, où la réduction n'est pas synonyme de timide et la fait plutôt passer pour de l'alchimie. Voilà, moi, ce que j'avais marqué à l'époque. Et c'est clairement ça. C'est qu'on peut faire des trucs super en réduit. On n'a pas besoin de brut de fût pour comment dire, prendre une claque. Moi, clairement, alors maintenant, je commence à avoir l'habitude à le siroter celui-ci, mais quand je l'ai goûté, je me suis pris une claque. Et pourtant, c'est un réduit. Et donc finalement, bravo Johnny, hein. Bravo John Barrett hein, pour ce rhum. Pour un Caroni, on est aux alentours de entre 200 et 300 euros la bouteille, ça dépend où on le trouve. Mais allez, on va dire 250. Est-ce que oui, c'est cher. Clairement, pour une bouteille de rhum, ça reste cher. Est-ce que par contre pour du Caronnet, c'est cher? Pour ce niveau de jus, je sais pas, je vous laisse en conclure ce que vous voulez. Moi, je trouve que ça en vaut le coup. En tout cas, voilà, c'est un jus qui est top. Et puis, je lui ai mis 16 sur 20. Alors, clairement, c'est un rhum qui vaut 16 sur 20. Clairement, je pense qu'il y a au-dessus. J'ai goûté un date boutique e-rhum qui était un peu au-dessus. Je crois que j'avais mis 16,5. Mais celui-là, voilà, ça me tenait à cœur de vous le présenter là, dans le cadre de ce premier podcast, parce que ça fait le lien entre mon bar, ma collection, ce que j'aime, le brut de fût, le réduit, voilà, c'est pas un brut de fût encore une fois, hein, c'est un réduit, mais il y a des choses qui s'en rapprochent, et voilà,
on est sur un embouteilleur indépendant, Bristol, moi qui est un embouteilleur que j'adore parce que très qualitatif, des prix qui sont pas exorbitants pour le coup, et ouais, j'adore. Enfin, franchement, ils font des trucs super, et c'est ça que j'aime dans le rhum. Donc voilà, j'espère que vous aurez pris beaucoup de plaisir pour ce premier épisode. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. J'ai adoré. Je me suis un peu vraiment livré à vous, et j'espère que vous allez prendre beaucoup de plaisir à écouter les podcasts qui vont suivre, à avoir entendu celui-ci, et puis je vous souhaite un excellent week-end si vous êtes en week-end, une excellente route si vous êtes sur la route, un excellent voyage si vous êtes dans le train. En tout cas, voilà, à très bientôt, et merci pour votre écoute.